J'ai versé sur mon PEA pendant 3 ans, 36 mois, 29 virements, un peu moins de 20 000 euros. Et 45% de cette somme est partie en 18 jours. 18 jours sur 1100 jours. Alors c'est pas parce que j'ai gagné au loto, et pas parce que j'ai eu une promotion, c'est parce que ce jour-là, pour la première fois, j'ai regardé le bon compte. Dans l'épisode précédent, je vous ai partagé mon DCA raté. Je comptais mes mois et je me reprochais mon irrégularité. Et pendant tout ce temps, il y avait 22 000 euros sur un autre compte qui ne faisait rien, qui dormait. Et le plus intéressant, ce n'est pas que je les voyais pas, c'est que même en les voyant, je ne pouvais pas y toucher et je ne savais pas quoi en faire. Alors je vous préviens tout de suite, cette vidéo contient la meilleure décision que j'ai prise en 3 ans, mais aussi la pire, et elles ont 3 minutes d'écart. Alors reprenons mes 19 premiers mois. D'août 2023 à février 2025, j'ai versé 1903 euros. Ce qui fait à l'euro près 100 euros par mois. C'est drôle parce que c'était exactement mon plan initial. Sauf que je ne l'ai jamais tenu, puisque je n'ai fait que 9 virements sur 19 mois, avec un trou de 6 mois et un autre trou de 5. La moyenne était parfaite, mais le rythme n'a jamais vraiment existé. Et pendant ces 19 mois, voilà à quoi je pensais. Est-ce que je verse le 5 ou le 15 du mois? Est-ce que je prends un ETF ou deux? Est-ce que je passe mon ordre le matin ou l'après-midi? Genre régler un robinet à 100 euros près, au litre près. À côté de ça, j'avais un PEL, un plan d'épargne au logement ouvert des années avant que je m'y intéresse à la bourse par mes parents. Dessus, 22 000 euros accumulés, pendant que j'optimisais 100 euros par mois. 11 fois plus que tout ce que j'avais réussi à investir en 19 mois. Et je ne le comptais pas parce que j'avais oublié, car je voyais bien la ligne. Je ne le comptais pas parce que dans ma tête, ce n'était pas de l'argent à décider, c'était de l'argent rangé. Un PEL, ça porte un nom de projet. Ça vous dit à quoi il sert avant que vous ayez décidé. Et une somme qui a déjà une destination, on ne se demande plus quoi en faire. Voilà la question que je ne me suis pas posée pendant 19 mois. Dans quoi ai-je besoin de ces 22 000 euros? En ai-je besoin pour mon apport d'achat d'appartement? La réponse était non. Mais je ne l'ai jamais vérifié. Maintenant, le mécanisme, et c'est le cœur de l'épisode. Sur un livret classique, si vous voulez sortir 5 000 euros et en laisser 10, vous pouvez le faire sans problème. Sur un PEL, c'est interdit. Un PEL n'accepte pas de retrait partiel. Le moindre euro retiré ferme le plan. C'est pour ça que je n'y ai jamais touché. Alors, retenez bien cette phrase. Pour toucher un euro, il faut décider des 22 000. Ce que ça produit est très concret. Sur mon PEA, verser 100 euros par mois, c'est un geste. Sur mon PEL, bouger 1 euro, c'est une décision de 22 000 euros. Alors devinez lequel des deux j'ai passé 19 mois à optimiser. Je n'étais pas paresseux, j'avais devant moi 2 boutons dont un seul était facile à appuyer. Mars 2025. Ce qui se passe n'a rien de spectaculaire, je fais mes comptes. Pas un tableau de bourse, mes comptes. Combien j'ai, où et pour quoi faire. Et là, je vois écrit sur une ligne que mon apport n'a pas besoin de tout le PEL. Car en parallèle, j'étais sur un projet d'achat d'appartement. Alors le 13 mars, je casse le plan. 2 virements de 2 000 euros le même jour, un troisième le lendemain, un quatrième le 17, puis 900 euros le 31. 5 virements, 8 900 euros en 18 jours. Le reste a financé mon achat d'appartement. C'est-à-dire exactement ce pourquoi ce PEL avait été ouvert à la base. Ce que je veux que vous reteniez ici, c'est le calendrier. 19 mois pour 1 903 euros, 18 jours pour 8 900. Un facteur 4,7. Et je n'ai pas gagné 1 euro de plus ce mois-là, j'ai juste déplacé de l'argent que j'avais déjà. Maintenant, où est-ce que j'ai mis ces 8 900 euros? Et là, je vous montre les avis d'opérer puisque c'est le seul document qui ne se réécrit pas. 4 ordres, 3 supports. Le 13 mars, à 9h04, 150 parts d'un ETF S&P 500. 3 873 euros. Puis 35 parts de plus le 31 mars, 901 euros. Le 17 mars à 16h13, 22 parts d'un ETF Nasdaq 100, 1600 euros. Et le 17 mars à 16h10, 3 minutes avant, une action Hermès. 2514 euros, soit 28% de l'argent du PEL. Voyons ce que ça donne aujourd'hui, 16 mois plus tard.
L'ETF S&P 500, plus 26,8%. L'ETF Nasdaq, plus 34,59%. Hermès, moins 38,32%. Résultat de l'ensemble, 8 187 € investis, qui valent aujourd'hui 9 756 €, plus 9,78%. Sans Hermès, le même argent serait à plus 28,75%. 19 points. Une ligne sur 4 a mangé les 2/3 de ma performance. Alors je veux prendre le temps sur celle-là puisqu'elle est plus instructive que tout le reste. Ces 2514 € valent aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, 1150. J'ai perdu près de 1000 €. Et si je les avais mis sur du S&P 500, le même jour, à la même minute, il vaudrait 3173 €. 1622 €. L'écart entre les deux boutons. Le même jour. Alors maintenant, souvenez-vous de l'épisode précédent. Je vous avais dit, comptez vos frais, personne ne les compte. Les frais de ces 4 ordres, tous ensemble, c'est 51 €. 1622 contre 51, 31 fois. Alors oui, il faut compter les frais. Mais dans l'épisode précédent, je comptais des frais à 6 €. Et le vrai sujet du même mois se comptait en milliers. Il ne s'appelait pas frais, il s'appelait allocation. Un détail qui prolonge ça, et personne n'en parle jamais. Sur mes 3 ordres d'ETF, j'ai payé 0,50% de commission. Sur l'ordre Hermès, j'ai payé 0,80. La différence, c'est une taxe. La taxe sur la transaction financière, 0,30% sur l'achat d'actions de grandes entreprises françaises. Les ETF, eux, en sont exonérés. Ça ne fait que 7,50 € sur mes ordres, ce n'est pas ce qui m'a coûté. Mais c'est bon à savoir. Acheter une action française coûte structurellement plus cher qu'acheter un ETF, avant même de parler de rendement. Et elle est passée à 0,40 15 jours après mon ordre. Alors pourquoi Hermès? Pourquoi je la garde encore? Et ce que ça m'a appris? Ça ne tient pas dans un chapitre. Cette ligne aura sa propre vidéo et elle sera plus honnête que celle-ci. 4 objections et je les prends toutes au sérieux. La première, le marché est monté sur ces 16 mois. Si j'avais fait exactement la même chose en entrant sur un marché qui baisse, je serais en train de vous expliquer que j'ai cassé un placement garanti pour perdre de l'argent. Le geste ne se juge pas au résultat. La deuxième, le PEL n'a pas échoué. Il a financé mon achat immobilier, ce qui est littéralement son métier. Le problème n'était pas le produit, c'était le montant. J'y avais laissé plus que ce dont j'avais besoin, sans jamais vérifier combien. La troisième, et c'est celle qui peut m'enlever raison, mon PEL avait été ouvert avant 2018. Ça veut dire 2 choses que j'ai détruites en le fermant. 1. Ses intérêts étaient exonérés d'impôts sur le revenu pendant 12 ans. Seuls les prélèvements sociaux étaient dus. 2. Son taux était figé à l'ouverture pour toute la vie du plan. Un PEL comme ça, on ne le rachète pas, on ne peut pas le rouvrir aux mêmes conditions. Donc si vous avez un vieux PEL, regardez sa date d'ouverture et son taux avant de faire quoi que ce soit. Moi je l'ai cassé et je ne présente pas ça comme un modèle. Mais son taux était pas si intéressant par rapport aux performances projetées sur la bourse. La quatrième, et c'est celle que j'aurais préféré ne pas vous dire, on pourrait croire qu'après mars 2025, je suis devenu régulier. J'ai vérifié avant d'enregistrer, et c'est faux. Depuis avril 2025, j'ai versé 10 mois sur 16, avec un silence de 4 mois cet hiver. Donc non, le capital ne m'a pas rendu discipliné, il a juste rendu mon indiscipline moins coûteuse, et ce n'est pas la même leçon. Avant les conseils, une raison de regarder votre PEL cette année précisément. Les plans ouverts depuis mars 2011 ont une durée de 15 ans. La première vague est tombée en mars 2026, soit 3,2 millions de PEL transformés en livrets ordinaires dès mars 2026. Et ça, bien sûr, au taux libre de la banque. Ceux de 2011 à 2015 étaient à 2,5%. Un livret ordinaire, c'est 0,50 à 1% et imposé. Et ça continue jusqu'en 2030. Donc allez chercher la date d'ouverture du vôtre, pas pour le casser, mais pour savoir quand il cessera d'être ce que vous croyez. Ensuite, 2 choses ce soir et elles ne coûtent rien. La première, faites la liste de tous vos comptes. Pas les performances, les soldes. Livret A, LDD, PEL, compte courant, assurance vie, l'enveloppe dans le tiroir. Puis en face de chaque ligne, écrivez à quoi elle vous sert et à quelle date vous en aurez besoin. Pas pour plus tard,
une date. Les lignes qui n'ont ni raison ni date, c'est votre vrai sujet. Chez moi, c'était 11 fois mon effort mensuel. Et vérifiez la contrainte de sortie de chacune de ces lignes et chacun de ces produits, parce que c'est elle qui décidera pour vous. Un livret se retire par tranche, un PEL, c'est tout ou rien. Ce n'est pas un détail, c'est ce qui rend une décision facile ou impossible. La deuxième, et c'est celle que j'ai apprise à mes frais, le jour où vous débloquez une grosse somme, ne décidez pas de son emploi dans la même séance. Débloquer, c'est une décision. Placer, c'en est une autre. Moi, j'ai pris les 2 décisions dans le même quart d'heure et la deuxième était la plus chère des 2. Si votre blocage c'est je ne sais pas ce que j'ai ni où, c'est exactement là que j'en étais en février 2025. J'ai mis mes comptes dans mon relevé, honnête, c'est le fichier que je donne en description. Un onglet par question, celui-là c'est une ligne par enveloppe, sa raison et sa date. Il est en lien en description et c'est gratuit. C'est ce fichier-là qui a produit les 18 jours de cette vidéo. Une dernière chose pour finir. Dans les 3 ETF que j'ai achetés ma première année, il y en a 2 qui ne suivaient plus l'indice pour lequel je les avais vraiment achetés. Personne ne m'a prévenu et c'est le sujet du prochain épisode.